Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite l'information parlementaire. À la une ce soir, la clôture des travaux de la première session ordinaire de l'année 2022 sur fond de satisfaction. Plus d'une vingtaine de lois ont été votées et plusieurs accords de financement ratifiés. La synthèse du discours de clôture à suivre en début d'édition. Le député Luc Adolphe Tiawa est notre invité cette semaine. Il nous livre sa lecture du bilan de la première session de l'année. L'un des dossiers majeurs de cette session des lois est sans doute le projet de loi portant statut de héros de la nation, dossier dont l'adoption a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous en saurez davantage dans le dossier que nous vous proposons. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. La première session ordinaire de l'année 2022 s'est achevée le 17 juin dernier. Durant 45 jours, les députés ont examiné et adopté plus d'une vingtaine de projets de loi. Une session également marquée d'intenses activités, notamment des travaux en commission. Le discours de clôture du président de l'Assemblée législative de transition devant les députés réunis en séance plénière dresse un bilan satisfaisant. On en sait davantage dans cet élément signé Anatole Nakoulement, Innocent Darankoum et Salimata Gaïla Baro. Un temps de recueillement en mémoire de toutes les victimes de la barbarie de l'hydre terroriste à l'entame de la cérémonie de clôture de la première session ordinaire de l'année 2022 de l'Assemblée législative de transition. 45 jours durant, ces 71 députés ont passé en revue 27 projets de loi. Il s'agit de 21 projets de loi portant ratification d'ordonnances ayant trait à des accords de financement, 6 autres projets de loi, dont la loi portant habilitation du gouvernement à prendre des mesures dans le cadre des situations liées aux nécessités de la défense nationale et de la loi organique portant attribution, composition et fonctionnement du Conseil d'orientation et du suivi de la transition COST. À ces lois s'ajoute la loi portant statut de pupille de la nation, celle portant statut de martyr et d'invalide de la nation, ainsi que la loi portant statut de héros de la nation. Ces projets de loi adoptés permettront à l'État de prendre des mesures nécessaires en vue de mieux sécuriser le territoire national et de disposer de ressources pour financer diverses activités. Si je prends le cas de l'agriculture, on avait beaucoup de ratifications dedans. Si ces ratifications n'étaient pas faites, peut-être qu'on n'aura pas les moyens de sa mise en œuvre. Nous, on ne savait pas. Nous sommes des profanes, mais on ne savait pas qu'il faut ratifier pour qu'il y ait d'autres déblocages. Ça permet au gouvernement de mettre des actions pratiques, comme par exemple dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et de la sécurité, pour vraiment combler ce vide, ce gap, en ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base. Et de l'autre côté aussi, quand on prend par exemple la loi d'habilitation, ça va permettre au gouvernement de prendre des décisions urgentes. Le rendez-vous est pris pour octobre 2022 pour la seconde session ordinaire consacrée au vote du budget de l'année 2023. La séance est levée. Bien avant la clôture de la session, les députés ont examiné le 10 juin dernier 3 dossiers dont le projet de loi portant statut de martyr et d'invalide de la nation. C'est un texte de loi qui met en place un cadre juridique permettant au gouvernement d'exprimer sa reconnaissance aux personnes devenues invalides ou martyrs pour la cause nationale. Les détails dans ce compte rendu signé Anatole Nakoulement, Innocent Darankoum et Anna Lucie Tapsoba Kéré. À l'entame de la plénière consacrée à l'examen du projet de loi portant statut de martyr et d'invalide de la nation, les membres de la CGSAS, la Commission du genre, de l'action sociale et humanitaire, invitent leurs collègues à donner leur caution au texte de loi. N'empêche, la présidente Hervige Nino Sankara Ndiamego et son équipe vont enregistrer une série de questions de fond et de forme traduisant l'intérêt accordé au dossier. Qui est martyr et qui ne l'est pas? Je convoque encore une réalité historique. Lors de l'insurrection populaire, nous avons vu donc des Burkinabés qui sont allés piller littéralement des commerces et qui malheureusement ont trouvé la mort dans ces actes de pillage. Sont-ils ou pas des martyrs? Les nombreux intervenants ont aussi formulé des suggestions et propositions. Moi, je proposerais qu'on érige un monument national là où on peut graver tout martyr. Chaque année, à une période donnée, on peut aller nous incliner sur leur mémoire. Je serais d'avis que l'on prévoit de façon spécifique
une forme d'assistance, même limitée, pour les conjoints des martyrs. Et en disant cela, je suis bien conscient que nous aurons mis dans le texte un aspect genre parce que la majorité de ceux qui seront pris en charge sous ce temps-là sera, je crois, en tout cas à l'état actuel de notre société, des femmes. En plénière, comme dans les travaux en commission, les députés n'ont pas été avares en question lors des auditions des représentants des organisations de la société civile, des personnes de ressources, du ministre en charge de la solidarité nationale et son staff technique. C'est des lois qui sont là pour vraiment reconnaître les prouesses des Burkinabés, reconnaître que c'est des gens qui se sont engagés pour la cause nationale et qui, pour certains malheureusement, ont perdu la vie pour la nation. À l'issue du débat général, les 70 votants ont à l'unanimité adopté le projet de loi portant statut de martyr et d'invalide de la nation. L'Afrique ambitionne relever les défis sanitaires sur le continent, d'où la mise en œuvre d'un projet dénommé Plateforme de dialogue et d'action sur les technologies de santé en Afrique. Il est piloté par le Centre de recherche en santé de Nouna et l'Institut africain de politique de développement avec pour objectif de promouvoir et faciliter des discussions objectives ouvertes sur le développement et l'utilisation de technologies émergentes pour relever les défis sanitaires en Afrique. Un projet soutenu par le Parlement burkinabé. Le film de la cérémonie de lancement effectué le 6 juin dernier avec Anatole Nakoulma et Agada Judith Chimadi. Chaque année, l'Afrique enregistre le taux de mortalité le plus élevé au monde selon l'OMS. Face à une telle situation, le continent veut révolutionner le secteur de la santé, et ce, à travers le projet sur les technologies de santé en Afrique. Ce projet de dialogue sur les technologies dans le domaine de la santé consiste à ouvrir en fait un forum qui est vraiment ouvert sans limite, avec tous ceux qui sont intéressés par la question des technologies émergentes dans le domaine de la santé. C'est une opportunité qui est ouverte en Afrique, à l'Afrique de façon générale et au Burkina en particulier. Et il nous faut se saisir de cette opportunité. Pas seulement se saisir en tant que consommateur, mais également en tant que producteur de ces technologies-là. Une initiative saluée par le Parlement burkinabé qui promet accompagner la mise en œuvre du dit projet. Nous allons en tant que représentation nationale prendre toutes les lois qui pourront aider à la bonne mise en œuvre et à l'accompagnement de ce projet, voilà, qui vise surtout à promouvoir et le dialogue et surtout les actions en technologie de la santé en Afrique. Au Burkina Faso, le projet est mis en œuvre par le Centre de recherche en santé de Nouna, CRSN, en collaboration avec l'Institut africain de politique de développement, l'AFIDEP. Direction la ville de Sia à présent où le festival athlétique universitaire de Bobo-Dioulasso, Festabo, a connu son apothéose le 18 juin dernier. Cérémonie de remise de prix aux plus méritants, rehaussée par la présence du président de l'Assemblée législative de transition, le professeur Awaka Togueni, parraine la présente édition. Le compte rendu avec Innocent Darankoum et Agada Judith Chimadi. Ils sont les meilleurs, ils reçoivent ici le fruit de leur labeur. 2 jours durant, ces athlètes ont mouillé le maillot pour se retrouver sur la plus haute marche du podium de la 3e édition du Festabo, le festival athlétique universitaire de Bobo. Je suis contente parce que déjà nous avons eu le premier prix en basketball. Contente également d'avoir une bonne participation à lancer de poids, même si ce n'est pas encore assez parce que ce n'est pas la médaille d'or. Mais j'espère que la prochaine compétition, je ferai mieux. En tout cas, tout s'est bien passé. Nous sommes réellement contents de l'organisation et de tout. Ça a été une très grande surprise pour moi de voir que le président de l'Assemblée législative a pensé en notre modeste personne, moi et Koala Fatimata. Vraiment, ce prix nous fait chaud au cœur et nous réconforte dans notre activité, étant donné que c'est une sorte d'accompagnement que nous puissions faire de meilleur en dehors. Un corps sain dans un esprit sain. Une philosophie qui justifie le soutien du chef du Parlement Aboubakar Togueni au Festabo. L'occupant du perchoir n'a pas manqué de plaider pour l'introduction du sport dans les activités pédagogiques des universités du Burkina. Nous avons besoin de former des hommes et des femmes pétris de connaissances et de talents divers et ayant un corps sain.
C'est en ce temps que le Festabo vient à point nommé et je voudrais demander à Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation que ce serait bien de voir dans quelle mesure nous pouvons introduire le sport à l'université, dans nos universités, comme une épreuve, comme des autres matières. Débutée officiellement le 17 juin, cette activité marque également la saison sportive 2021-2022 du Centre national des œuvres universitaires CENU. Des athlètes étudiants venus de l'ensemble des universités publiques et privées du Burkina Faso ont compéti dans plusieurs disciplines sportives. Allons à présent pour une visite guidée dans les locaux de l'Assemblée législative de transition aux côtés d'élèves venus des villes de Koudougou et de Sabou, dans le Boulki MD. En marge d'une visite d'études dans la capitale, ils ont tenu à faire une halte au Parlement pour découvrir et comprendre le fonctionnement de la deuxième institution du pays. Le point avec Innocent Darankoum et sa presse Hippolyte Milogo. Ici, au temple de la démocratie, ces élèves venus de Koudougou et de Sabou veulent apprendre une autre leçon de vie, le travail parlementaire. Ils sont accompagnés par leur ancien enseignant, Saïdou Kwanda, député à l'Assemblée législative de transition. Nous avons tenu à être à leur côté pour déjà exprimer, c'est-à-dire notre satisfaction de voir l'intérêt porté par la jeune génération, les jeunes, pour l'institution parlementaire et ensuite leur adresser des messages de soutien. Un temps fort pour ces élèves et encadreurs qui ont bénéficié non seulement d'un cours sur la démocratie, mais aussi d'une visite guidée des lieux. J'ai appris que l'Assemblée nationale est composée de 71 députés et pour être député, il faut avoir 21 ans. En venant à l'Assemblée aujourd'hui, j'ai beaucoup appris parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas, mais j'ai beaucoup appris. Je suis très satisfaite. Les missions du député sont voter la loi, consentir l'impôt et de contrôler l'action du gouvernement. Nous avons décidé, à travers cette sortie de visite, de visite touristique, découvrir le site de l'Assemblée nationale et découvrir également le fonctionnement de l'Assemblée nationale et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Les vacances s'annoncent alors bien pour ces élèves qui repartent du Parlement nantis de nouvelles connaissances. Je vous le disais en titre, Luc Adolphe Thiawa est l'invité de l'interview express cette semaine. Le député sans langue de bois nous donne sa lecture des travaux de la première session ordinaire qui s'achève. On l'écoute au micro de Raïssa Kompaoré. Bonjour honorable. Oui, bonjour. Après la première session ordinaire de l'année 2022, l'architecture juridique du Burkina Faso s'est enrichie avec 27 nouvelles lois. Pouvez-vous revenir sur l'essentiel des lois qui ont été adoptées par l'Assemblée législative de transition? C'est vrai, sur les 27 lois, on peut dire qu'il y a à peu près, disons, peut-être, je crois, 23 ou 24 lois qui sont des lois de ratification. Bon, ces lois ne sortent pas de l'ordinaire, en ce sens qu'il s'agit pour l'Assemblée de donner sa caution pour des actes donc, que le gouvernement et le gouvernement précédent ont posés en matière de financement de projets dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, etc. Donc ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, il y a ce que j'estime vraiment, ce qu'on a apporté de nouveau, c'est le fait d'avoir adopté donc, de nouveaux projets qui sont devenus des lois, notamment la loi d'habilitation sur les mesures d'urgence que le gouvernement peut prendre face à la situation sécuritaire. Nous avons également aussi la loi qui permet de mettre en place le COST, le Conseil d'orientation et de suivi de la transition, qui est le second niveau de la transition qui n'était pas encore opérationnel. Et il y a ensuite 3 lois aussi très intéressantes. La loi sur les pupilles de la nation, la loi sur les martyrs et la loi sur le statut des héros donc, nationaux. Alors, donc, ce sont des lois, je pense, qui avaient leur place dans notre architecture juridique et qui vont permettre à l'État de s'engager dans des domaines tout de même importants
auxquels je pense que les Burkinabés attendent beaucoup. Pendant 45 jours, vous avez travaillé. Est-ce que vous pouvez revenir, partager avec nous l'ambiance qu'il y a eu avec ces députés-là au sein des commissions générales ou à l'hémicycle? Nous avons eu une très bonne ambiance de travail, souvent tendue, électrique, mais toujours positive. Donc je pense que tout ceci donc, a permis aux uns aux autres de mesurer donc l'importance que représente effectivement un parlement dans un système politique. Personnellement, j'ai été très heureux de faire la connaissance de nombreuses personnes, d'apprécier de très nombreuses compétences qui se sont exprimées à travers les projets de loi que nous avons examinés et adoptés. Et on a vu des argumentations vraiment balèzes, comme on le dit. Et au final, je pense qu'on a une assemblée vraiment bien constituée et on a des personnes de ressources vraiment de qualité. Nous sommes de plein pied dans la période dite d'intercession. Est-ce qu'on peut croire que les députés sont en vacances? Ah non, je crois qu'on peut l'imaginer, mais ce n'est pas du tout le cas. Parce que l'intercession est une période aussi riche. C'est la période où les députés ne planchent pas sur des projets de loi, sur des questions importantes. Donc elle est de 45 jours, avec je crois un maximum d'une dizaine de jours de plus, et en session extraordinaire. Mais pendant cette période-là, il y a beaucoup de choses qui se font. Nous pouvons interpeller des ministres, nous pouvons mener des enquêtes, nous pouvons rendre des visites. En réalité, on ne chôme pas. Les groupes constitués et les commissions fonctionnent normalement presque comme si vous alliez à votre boulot tous les jours du lundi au vendredi. Donc ce n'est pas une période de repos du tout. Au contraire, c'est une période dans laquelle nous nous investissons beaucoup. On peut parler aussi de redevabilité. Nous venons chacun d'un groupe particulier. Nous venons des partis politiques. Et je pense que chacun des membres donc, de cette assemblée se doit de trouver le moyen de rendre compte justement de la tenue donc, de notre première session et également aussi de pouvoir recueillir en retour des suggestions que les populations pourraient nous faire pour améliorer davantage le travail parlementaire pour la prochaine session. Nous vous remercions, honorable, pour cet entretien que vous nous avez accordé. C'est moi qui vous remercie. Le dossier cette semaine est consacré au projet de loi portant statut de héros de la nation. Le fait est rare, c'est à l'issue de 2 séances plénières que ce texte de loi a finalement été adopté après de vifs débats, ponctués d'avis divers, de propositions et de contre-propositions. L'ambiance de ces plénières avec Idrissa Ouarga, Innocent Darankoum et Anna Lucie Tapsoba Kéré. Le ministre de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire peut enfin pousser un ouf de soulagement. Le projet de loi portant statut de héros de la nation, renvoyé le 11 juin dernier pour une seconde délibération, a été adopté par 57 voix pour, 11 abstentions et 12 voix contre. Il faut accepter d'écorer les gens pendant qu'ils vivent. Voilà. Il ne faut pas attendre après leur mort pour leur donner ça. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas intéressant. Il est très tôt qu'on se mène déjà à des combats, à des trucs de lutte pour pouvoir voter une loi qui nous-mêmes nous sommes toujours en lutte et il y a des formes de lutte qui s'opèrent toujours. En ouvrant les travaux de la séance plénière du vendredi 17 juin, le président de l'Assemblée législative de transition invite la présidente de la CGSAS, la commission du genre, de l'action sociale et humanitaire, saisie au fond pour livrer leur amendement de l'article 12, objet d'achoppement entre les députés concernant la date d'entrée en vigueur de la loi, à savoir l'année 1919. Nous estimons que c'est à partir de cette date que notre pays a été constitué comme territoire. En plus de cela, nous pensions qu'il faille aller au-delà pour voir qu'à partir de cette date, les populations ont eu une histoire commune et se sont sentis appartenir à un territoire bien déterminé
avec des valeurs culturelles diverses, certes, mais des valeurs culturelles qui nous ont amenés à défendre ce que nous pouvons considérer comme notre territoire. Puis, place aux représentants de la KJDH, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, saisis pour avis, qui ont aussi un amendement. Un héros national, c'est un héros d'une nation. À partir de quand sommes-nous devenus une nation? Pour nous, c'est 1960. Pour 3 raisons. Une raison historique d'abord, parce que c'est à cette date qu'on a accédé à l'indépendance. Pour une raison symbolique ensuite, parce que c'est à cette date que nous avons accédé à toute la liberté que revendique tout un peuple. Une raison juridique ensuite, parce que la notion de nation a intégré notre constitution à partir de cette date. Les députés se succèdent pour leurs questions et inquiétudes. Dans les textes et les rapports, je n'ai pas vu le nom du ministère de la Jeunesse et du Sport. Voudrait-il dire que parmi les héros, on ne peut pas trouver des sportifs? Avant les réponses du ministre, le chef du Parlement apporte des précisions. Si nous voulons parler d'entité, c'est 1919. Et de ce point de vue, j'ai requis également l'avis d'historiens qui ont fait une analyse historique de la situation que j'ai partagée avec l'ensemble des présidents de groupe constitué de commission. Donc ça aussi, c'est à partir de ce moment que notre territoire a été délimité et s'appelle Odouata. Dans son mot introductif, le ministre Lazare Zungrana a salué l'ambiance qui a régné tout au long de l'examen et de l'adoption de cet important texte de loi. Ça nous a permis d'expliquer davantage certains points. Et je pense que l'objectif aussi c'est ça, c'est de mieux éclairer les députés sur ces différentes lois. Au nom du gouvernement, le ministre en charge de l'action humanitaire s'est engagé à œuvrer pour que la loi portant statut des héros de la nation soit vulgarisée et opérationnalisée dans un bref délai. Le député, faut-il le rappeler, est le représentant du peuple. Mais comment peut-on le distinguer des autres citoyens? Quels sont les signes visibles et non visibles qui font sa particularité? Les réponses dans cet élément. Les signes distinctifs d'un député peuvent se résumer aux 5 éléments ci-après. 1. L'écharpe. 2. Le cuisson. 3. La cocarde. 4. La carte de député. Et 5. Le passeport diplomatique. L'écharpe figure parmi les tout premiers signes extérieurs que le député reçoit. Une fois son mandat validé, l'écharpe lui est portée. Cette écharpe, il peut la porter lors des cérémonies officielles, ouverture, clôture des sessions. Il peut la porter lors des vœux au chef de l'État. Il peut la porter lors des vœux au président de l'Assemblée. Et également en tout lieu où son titre doit être mis en valeur. Le second signe extérieur, c'est le cuisson, que vous voyez qu'il aborde à sa poitrine, sur lequel il est mentionné Assemblée législative de transition Burkina Faso, et c'est aux couleurs, assorti aux couleurs nationales du pays. Ce signe qu'il porte, il peut le porter en tout lieu et en tout temps. Une importante précision à apporter ici, le cuisson n'est porté qu'au cours du mandat du député qu'il aborde. Le troisième signe distinctif du député, c'est la cocarde. Peut-être que ce n'est pas courant, mais la cocarde est ce lumineux que le député place sur son pare-brise, qui est lumineux de jour comme de nuit, et qui permet aux forces de l'ordre de le reconnaître et ainsi de faciliter son passage lorsqu'il doit voyager ou lorsqu'il est en circulation. Il y a également des signes cachés, non visibles. Le premier, c'est ce qu'on appelle la carte du député. La carte du député, c'est une carte professionnelle qu'il présente dans des lieux où cela est demandé pour attester de sa profession ou de son titre. Le second signe non visible, c'est le passeport diplomatique. Le passeport diplomatique,
qui est donné aux députés pour faciliter ces déplacements à l'étranger. Donc voici un peu un ensemble de raisons qui expliquent que dans le cadre de son mandat, l'Assemblée octroie certains signes aux députés pour qu'ils puissent effectivement être à l'aise. Le but de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, mais la volonté d'être toujours le meilleur. C'est sur cette maxime de Ralph Emerson que s'achève ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.